Monsieur le ministre d'État, Madame la secrétaire d'État, Monsieur l'ambassadeur de France, chers amis. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'hier, nous avons eu l'Assemblée générale de la Monamoko Méditerranée Foundation et que tous nos sponsors que vous voyez derrière moi ont renouvelé leur partenariat et continuent de supporter les activités de la MMF. Nous les remercions infiniment et grâce à eux, nous aurons une année 2026 avec des conférences de très très haut niveau. Alors, comme presque chaque année, je voudrais donner la bienvenue au professeur Gilles Kepel. La plupart d'entre nous le connaissent déjà grâce à ses livres et à sa notoriété dans le débat public. Ses analyses éclairent les enjeux du monde arabe et musulman depuis des années. C'est un chercheur, un professeur, il est français, il est né en 1955, il parle l'arabe couramment et il a dirigé la chaire de Moyen-Orient et Méditerranée à l'école Sciences Po de Paris. Son dernier livre, Antiterrorisme, sera distribué gracieusement à la fin de la conférence. Nous vous prions d'en prendre pas plus qu'un par couple, comme ça il y en aura pour tout le monde, parce qu'il y en a 150 et il devrait y en avoir pour tout le monde. Cher Gilles, j'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Tu vas nous éclairer sur les nouveaux défis du terrorisme. Tu es reconnu comme l'un des plus grands spécialistes du monde arabe et musulman, et tes travaux éclairent depuis des années les chercheurs, les décideurs et le grand public. Merci encore pour ton amitié et pour ton attachement à la principauté de Monaco. Je te passe la parole. Merci, chère Sandra, Monsieur le ministre d'État, Madame la secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs les ministres et les ambassadeurs, cher Jean d'Aussonville. Et la seule bonne nouvelle que je vais annoncer aujourd'hui, c'est que nous fêtons l'anniversaire de l'ambassadeur de France. Donc, ça avait bien commencé, ça continue très mal, car je parle là juste après Donald Trump. Donc, merci pour ce timing, Sandra, mais bon, je ne sais pas ce qu'il a dit exactement, mais je vais quand même intervenir sur son action. Donc, effectivement, il y a une sorte de coïncidence assez tragique entre le titre de ce livre et son objet d'un côté, et les développements assez préoccupants de l'actualité internationale, tels que, encore réitérés juste avant ma conférence, dans une autre station, cette fois-ci des Alpes et non plus du bord de mer, Davos. Comme vous l'avez peut-être vu dans la presse, le week-end dernier a vu la disparition de la région autonome des Kurdes de Syrie, du nord-est syrien. Les Kurdes du nord-est syrien ont joué un rôle absolument central dans la lutte antiterroriste, puisque c'est grâce à eux, au sol, que nous avons pu vaincre Daesh. En 2015, comme vous vous souvenez, nous avons vécu une année terrible. Les Alpes-Maritimes ont payé un tribut particulier avec l'attentat de la promenade des Anglais, le 14 juillet 2016, avec ensuite l'attentat de la Basilique. Il y a eu aussi d'autres attaques sur l'avenue de la Victoire et ailleurs dans le département, dans la région. Et même si Daesh n'était pas probablement l'auteur de l'attentat du 14 juillet, même s'il l'a revendiqué. Mais donc sans les Kurdes de Syrie, qui, pendant que les avions de la coalition bombardaient le Daesh par le haut, combattaient au sol, et ils ont perdu près de 10 000 personnes en luttant contre Daesh, entre autres pour notre sécurité. Donc ces Kurdes viennent d'être lâchés en race campagne à la suite d'une médiation, entre guillemets, menée par le représentant de Donald Trump, l'ambassadeur Tom Barak, qui est lui-même d'origine syrienne, et également entrepreneur immobilier comme Donald Trump et Steve Witkoff.
Et donc, bon, ils ont capitulé. Et c'est quelque chose d'intéressant, enfin d'inquiétant bien sûr à rappeler, puisque au fond, c'était établi après le défi terroriste que nous avons connu et qui a culminé en France au milieu de la décennie passée. Vous savez qu'on a commémoré les attentats de novembre 2015 en France partout et spécialement à Paris dans des cérémonies très importantes en novembre qui vient de s'écouler, et que on se prépare à commémorer justement à Nice le 10e anniversaire des attentats du 14 juillet 2016. Et cette union des démocraties contre le terrorisme, cette lutte que nous avons menée avec un bon nombre de nos alliés et qui a été victorieuse, soudain se voit remise en cause dans une espèce de bouleversement, de boule de démolition, si j'ose dire, pour filer la métaphore de tout à l'heure, qui affecte aujourd'hui les relations internationales, si tant est qu'on puisse encore parler de relations, disons les rapports de force internationaux. Et c'est quelque chose qui est très préoccupant parce que, précisément, le terrorisme dont nous avons été la victime liait de manière intrinsèque ce qui se passait à l'intérieur du territoire national, qu'il fût français, italien, allemand, belge, britannique, néerlandais ou autre, et les flux internationaux, que ce soit les flux migratoires, puisque notamment la Menton, dont je suis résident, et Garavant, où j'habite, je l'observais même de mon balcon autrefois, voit des flux illégaux importants. Et vous savez que le tueur, enfin l'assassin, oui, de la basilique était passé 2 jours avant vers la frontière, clandestinement, ou 3 jours, je ne sais pas exactement. Et bien évidemment, tout cela est un élément qui, pour nous, est un enjeu de très forte préoccupation. C'est la coopération franco-italienne qui a contribué à faire tarir ces flux. C'est aussi l'action de l'Union européenne auprès du président tunisien, dont on peut par ailleurs penser ce que l'on veut, mais qui a fait en sorte qu'un certain nombre d'individus ont été découragés de venir en Tunisie et de traverser la mer. Donc des enjeux comme le terrorisme sont des enjeux évidemment de sécurité nationale. Le chef de la sécurité est ici et acquiesce, donc je dois avoir raison. Mais ce sont aussi des enjeux évidemment internationaux. Or, quand le système se désagrège par le haut, quand la sécurité des États n'est plus assurée par les traités, quand il a été annoncé donc, par celui qui a parlé un peu avant moi à Davos, qui a été réitéré que le Groenland serait prochainement américain, on ne peut qu'être préoccupé, puisque au fond, entre la confiscation d'une Groenland et la disparition des Kurdes de Syrie, d'une certaine manière, ça n'est pas tout à fait la même ampleur, bien sûr, enfin, quoique, mais il y a une continuité dans le mode d'action. C'est quelque chose qui fonctionne. Et donc, qui va nous poser de très gros problèmes à l'avenir si cela n'est pas maîtrisé, et surtout si nous n'arrivons pas au niveau européen à définir une continuité politique, une continuité militaire. Bien évidemment, on peut considérer que l'endormissement de la plupart des pays européens, à l'exception des États européens, à l'exception du Royaume-Uni, de la France et dans une certaine mesure de l'Italie, notamment pour la marine, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on s'appuyait sur le gros bâton américain, certes a fait la prospérité de pays comme l'Allemagne qui n'avait pas besoin de consacrer un budget à l'armée, mais aujourd'hui nous laisse, telle la cigale de La Fontaine, fort démunis lorsque la bise, peut-être du Groenland, fut venue. Donc c'est une question cette question terroriste, donc, que nous espérions avoir
disons, endiguée ou en tout cas pensée et comprise et réprimée à travers ce bilan que nous avons fait à quatre mains, donc ou à deux voix, avec le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard, cette question risque aujourd'hui de se poser à nouveau frais. Il ne faut pas il faut se préparer à ce type de défi, malheureusement. Alors, ce que je vais faire, c'est vous présenter un peu ce livre, ce travail, qui est une réflexion sur les 10 dernières années et un peu plus, et voir dans quelle mesure cette réflexion, la mise en œuvre de ce processus peut être utile pour penser les défis du présent et anticiper ceux de l'avenir, puisque le problème de la délinquance en général et du terrorisme en particulier, c'est que le voleur ou le malfaiteur a toujours un coup d'avance sur la police qui agit en répression et qui court derrière. La justice, plus encore, si tant est qu'elle arrive à qualifier le phénomène. Et ce qui s'est passé dans le cas judiciaire, c'est que jusqu'à ce que le parquet national antiterroriste soit créé en 2019, donc sous les auspices de mon co-auteur Jean-François Ricard, au fond, la dimension terroriste était mal prise en compte par le droit, les peines étaient assez légères et une grande partie de ceux qui ont été condamnés à l'époque, aujourd'hui, sont en train de sortir de prison. Ce qui pose de nouveaux problèmes. Vont-ils accueillir des clandestins qui vont revenir, avec qui ils ont combattu en Syrie et qui, eux, se seront échappés des camps de Daesh, dont les geôliers inexistants seraient leurs anciens camarades de combat qui étaient dans l'armée du président Chara, par exemple. Donc tout cela, je sais qu'il y a eu des réunions d'urgence à ce moment-là en France, s'inquiétant de la situation un peu dans les termes que je viens de restituer, mais il est clair qu'en Syrie, nous n'avons pas la main, même si la Syrie et le Liban étaient sous mandat français de la Société des Nations dans l'entre-deux-guerres. Et si beaucoup d'entre nous, dont votre serviteur, se sont formés justement en Syrie, c'est en Syrie que j'ai commencé à apprendre l'arabe à Paris d'abord, mais sur place en 1977-78, l'Institut français de Damas a été la principale pépinière des arabisants français pendant presque un siècle. Donc cette question importante nous oblige à réfléchir sur ce que c'est que le phénomène terroriste, à la fois et le phénomène terroriste islamiste ou djihadiste, puisqu'il s'agit bien de ça, car la nomination pose un problème. À partir du moment où on parle de terrorisme islamiste, comme l'a fait le président de la République, on s'expose à ce qu'un certain nombre d'acteurs politiques, sociaux, religieux vous disent mais c'est islamophobe, c'est raciste, on n'a pas le droit de le qualifier, c'est l'incrimination d'une religion, c'est un relent de guerre des civilisations, voire de post-colonialisme, etc. Ce qui est un faux procès, puisqu'il ne s'agit pas, bien sûr, d'incriminer les musulmans en général, dont un certain nombre, et notamment tous ceux qui sont opposés au terrorisme islamiste, en sont les premières victimes, puisqu'ils se font traiter d'apostats, c'est-à-dire de gens qui ont abjuré l'islam et qui, selon leurs adversaires, sont passibles de la peine de mort. Mais au contraire, toute la difficulté, c'est précisément de désigner l'adversaire, d'identifier la menace et de circonscrire l'adversaire, car celui-ci s'efforce de se dissimuler derrière ses co-religionnaires qu'il prend d'une certaine manière en otage, comme des boucliers humains, des boucliers religieux. Donc c'est bien la difficulté qui se pose à nous. Alors, Jean-François Ricard et moi avons, d'une certaine manière, nos destins j'ose pas dire qu'ils sont parallèles, puisqu'ils sont croisés. Comme vous le savez, les parallèles, en principe, ne se croisent pas, mais bon, après tout, nous sommes peut-être dans la géométrie post-euclidienne avec le djihadisme. Jean-François Ricard a commencé sa carrière de magistrat antiterroriste en 1993, à une époque où le terme terroriste n'existait pas dans le code pénal français. On avait connu la Cour de sûreté de l'État
en France, qui avait été dissoute au début du premier septennat de François Mitterrand, considérée comme juridiction politisée, qui ne faisait plus du droit, mais qui exécutait les ordres donc, de l'exécutif. Mais celle-ci n'a été remplacée en ces années peut-être un peu exagérément utopiques par rien du tout. Et c'est ainsi que lorsque le terroriste Carlos a commis ces attentats à cette époque-là en France, attentats qui étaient liés aux intérêts de l'État iranien en grande partie, ainsi que d'autres États du Moyen-Orient ou au-delà du rideau de fer avant 1989. Donc c'était un terrorisme qui ressemblait davantage à des actions déstabilisatrices d'État, mais qui avait néanmoins une certaine latitude d'action. Il a commencé à mettre des bombes dans le TGV et les affaires ont été traitées dans la juridiction du tribunal où le train avait explosé. Donc, je dis n'importe quoi, je ne me souviens pas, Brive-la-Gaillarde, Lons-le-Saunier, il ne s'agit pas d'une mention dépréciative de ces villes importantes, mais où les magistrats, évidemment, n'étaient pas équipés pour traiter des affaires de terrorisme international. Et il a bénéficié de non-lieu. Heureusement, il y a eu une affaire à Paris, ce qui a permis justement à Jean-François Ricard de prendre celle-ci et de le faire condamner. Il est toujours en détention. Mais il a très vite été confronté à d'autres affaires étonnantes, des jeunes qui avaient été formés à travers la France, jeunes Algériens ou Marocains pour la plupart, par des groupes également liés à un autre État du Maghreb, formés pendant des années et précipités pour agir au Maroc et créer des attentats sur le sol marocain en 1994. Et à ce moment-là, quand on découvre cette question, on est complètement désarçonné, on ne sait pas ce qui se passe. Ensuite, évidemment, 1995 sera le moment de vérité. Le 21 juillet 1995, Jean-François Ricard vient de prendre ses fonctions. Il est, pour ceux d'entre vous, la plupart qui connaissaient bien Paris, au palais de justice qui à l'époque est donc île de la Cité, et juste au-dessous, c'est dans le RER Saint-Michel, a lieu l'explosion dont on découvrira ensuite qu'elle est causée par le GIA, le groupe islamique armé algérien. Elle sera suivie par une autre dans la station de RER adjacente Musée d'Orsay, quelques temps plus tard. Et là, d'ores et déjà, on est au cœur de l'interaction entre l'international et le national. Et le GIA donc projette ses actions sur le sol français pour influer la France, à moins que certains de ses membres n'aient été manipulés par les services de sécurité pour aller dans l'autre sens et faire en sorte que, au fond, l'insurrection s'achèvera dans une sorte de réconciliation anti-française entre islamistes plus ou moins modérés et le pouvoir. Donc ces hypothèses restent ouvertes d'ailleurs, et là-dessus, Jean-François Ricard et moi n'étions pas tout à fait en accord, mais ça ne nous a pas empêché d'écrire ensemble pour montrer la nécessité qu'il y avait à unir le travail de recherche humaine que faisait le juge et qui était d'une certaine manière un travail de myope, qui ne voyait pas de près, qui voyait de près mais qui ne voyait pas de loin, et le mien qui était plutôt un travail de presbyte, si vous voulez. Et donc nous avons uni nos infirmités pour essayer de faire en sorte que le contexte d'une part et le contexte global, le contexte international, la connaissance de la culture, de la langue, des stimuli divers et variés d'un côté, et d'autre part ce qui faisait la matérialité de ce qui était considéré comme un délit et très rapidement comme un crime pour la plupart des cas, c'est-à-dire l'acquisition des explosifs, des armes, les réseaux, la formation, les financements transfrontaliers. Et le GIA en France a été financé depuis le Royaume-Uni, nos amis britanniques ayant refusé d'extrader les financiers du GIA basés à Londres, identifiés, surveillés, etc., parce qu'ils pensaient que c'était une manière de contrôler cette mouvance dans leur pays, jusqu'à ce que les attentats de 2005 en Angleterre, juillet 2005,
démontre le contraire, et à ce moment-là, tous les gens du GIA présents au Royaume-Uni ont été renvoyés de l'autre côté de la Manche où ils ont été jugés. Donc tout cela pour vous dire encore une fois que la dimension internationale est extrêmement présente et que dans un monde international fracturé, tel qu'il semble se dessiner aujourd'hui, on est évidemment dans une situation de beaucoup plus grande faiblesse pour traiter ces enjeux. Alors, ce que ce livre remet en scène aussi, c'est la façon dont, à partir d'un côté du problème auquel est confronté le monde juridique, parce que contrairement à la police qui doit rechercher des individus, empêcher la commission d'actes, etc., le droit, quant à lui, juge au nom du peuple français, c'est-à-dire qu'il va avoir une parole qui, contrairement à celle de l'universitaire, qui est destinée essentiellement à la connaissance, à l'élucidation des faits sociaux, une parole qui a valeur de vérité, qui dit à une population pourquoi tel ou tel est considéré comme criminel et l'objet d'un jugement de privation de liberté. La peine de mort n'existe plus aujourd'hui, comme vous le savez. Et pourquoi est-ce que c'est juste ? Ce n'est pas le fait de l'arbitraire du prince. Et cette justice, c'est quelque chose d'absolument essentiel, non seulement pour l'ensemble des victimes, mais aussi pour convaincre ceux qui auraient pu ou qui pourraient toujours être tentés par la solidarité avec ceux qui commettent des attentats ou avec les revendications dont ils se réclament, de continuer à le faire ou de passer à l'action. Donc c'est un enjeu absolument fondamental, si vous voulez, de faire évoluer la réflexion de la justice. Et c'est l'une des premières fois que nous avons essayé de faire cela en lien avec l'université. L'université, alors ça m'a été beaucoup reproché par un certain nombre de mes collègues. J'ai devenu un agent de la répression judiciaire. De son côté, on lui a demandé ce qu'il faisait avec un hurluberlu qui ne connaissait pas le droit. Mais cette collaboration, cette réflexion ensemble qui a, entre autres, permis la maturation du phénomène qui a abouti à créer ce parquet, qui est aujourd'hui, si j'ose dire, émulé avec la création du parquet anti-narcotrafic, je ne sais plus comment il s'appelle, et d'autres initiatives, la grande criminalité également, la criminalité financière également. Donc tout cela est quelque chose qui nous a paru fondamental. Alors, comment s'est construit le djihadisme en France au cours de ces dernières années? Donc, il a commencé par un djihadisme qui était projeté depuis les pays étrangers. C'est-à-dire qu'à l'époque la deuxième moitié des années 90, du GIA algérien notamment, donc des individus arrivaient d'Algérie, motivés pour commettre des attentats, trouvaient des relais dans un certain nombre de personnes originaires d'Algérie ou non, mais la plupart sur le territoire français, créaient des cellules, achetaient des explosifs, des armes et passaient à l'attaque. Donc ça c'est un premier phénomène, mais très rapidement il y a eu une sorte de contamination à l'intérieur du territoire français, une contamination principalement idéologique, et on a vu en même temps qu'arrivaient des gens d'Algérie en France, des Français partir sur d'autres théâtres du djihad international à ce moment-là, puisque on en a déjà parlé dans des conférences précédentes, mais le djihadisme, dans la fin des années 90, deuxième moitié des années 90, se déploie dans plusieurs terrains. À la suite donc du phénomène majeur qui a été le djihad en Afghanistan, qui a joué un rôle à la fois de déstabilisation globale dans le monde, initiative d'ailleurs en partie américaine, peut-être comme aujourd'hui, on va y revenir dans un instant, mais qui a aussi eu pour effet, et c'était la volonté des États-Unis au départ,
de détruire l'Union soviétique, puisque le 15 février 1989, donc à peu près 10 ans après l'invasion de ce pays par l'armée rouge en 1979, donc l'armée rouge quitte Kaboul défaite. Elle n'est plus qu'un tigre de papier et le 9 novembre suivant, le mur de Berlin tombe. D'une certaine manière, ce n'est pas la guerre des missiles, même si ça a considérablement affaibli la lutte pour la compétition pour les missiles, ça a considérablement affaibli l'Union soviétique, qui en tout cas a donné le coup d'estocade à l'URSS, mais c'est la défaite de l'armée rouge, causée par des moudjahidines, que les Américains de l'époque appelaient des Freedom Fighters, bon, ils étaient Freedom Fighters qui avaient une piédosité significative, et qui étaient l'objet de toutes les attentions parce qu'ils avaient fait tomber l'Union soviétique. Et ce phénomène, qui est d'une certaine manière une forme, alors on peut considérer que le plus important est de faire tomber l'URSS à ce moment-là, certainement, c'est parfaitement compréhensible, mais dans l'enthousiasme, cette espèce de bouleversement des lignes géopolitiques de l'époque, je dis ça bien évidemment avec l'idée d'analyser ce qui se passe aujourd'hui, a eu un effet pervers qui a été complètement minimisé par les États-Unis, à savoir que les djihadistes en question, après avoir détruit l'Union soviétique, se sont tournés contre l'Occident. Et dans la représentation du monde des djihadistes, qui est toujours basée sur l'exemplarité de la saga du prophète Mohammed et de ses successeurs, les califes, le monde musulman a d'abord détruit l'empire perse, l'empire sassanide de l'époque, qui était l'une des deux superpuissances de l'époque, l'URSS de l'époque, si vous voulez, et ensuite s'est tourné contre Byzance, qui sont les États-Unis d'une certaine manière. Simplement, le temps étant beaucoup plus long en ces époques reculées, ça a mis plusieurs siècles, alors que entre le 9-11, c'est-à-dire le 9 novembre 89, chute du mur de Berlin causée par la défaite de l'armée rouge à Kaboul, son retrait le 15 février précédent, et le 11-9-2001, c'est-à-dire l'attaque djihadiste, la razzia djihadiste de Ben Laden et de ses acolytes contre les tours jumelles et contre Washington, il s'est passé beaucoup moins de temps. Et la similarité entre le 9-11 et le 11-9, si vous voulez, dans les djihadistes étant férus de numérologie parce qu'ils considèrent que c'est un signe du soutien divin à leur action, n'est pas complètement fortuite. De même que les attentats de Madrid ont eu lieu 911 jours exactement après les attentats du 11 septembre, du 9/11, non, ça marche dans le sens britannique, dans le sens anglais. Donc cette manière de construire les choses a été extrêmement importante à l'époque parce que on a vu les effets premiers de l'effondrement de l'Union soviétique, la fin du communisme, disparition du parc de Varsovie, la fin d'une menace considérable pour l'Occident, mais on n'a pas envisagé les effets pervers. Aujourd'hui, dans la boule de démolition qui nous vient des États-Unis, on voit bien quels sont les intérêts premiers de l'administration américaine, de son accord avec la Russie et la Chine pour se partager le monde, mais on peut subodorer que les effets pervers ne vont pas tarder. Et l'un d'eux étant justement la capacité du terrorisme à reconstruire ses réseaux, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Donc, pour revenir au fil chronologique de ce récit, après la chute de l'URSS, un certain nombre de foyers djihadistes se déploient dans le monde, et chez des alliés des États-Unis entre autres, à partir de ceux qui sont revenus d'Afghanistan. Des djihadistes qui étaient allés en Afghanistan, venus certains de France, pas beaucoup à l'époque, mais d'Algérie, d'Égypte et autres. Et c'est ceux-ci qui vont passer à l'attaque contre le régime égyptien, le régime algérien, aussi en Tchétchénie, ce qu'on a peu observé à l'époque parce que
et à la limite, on considérait que la Tchétchénie étant une chose qui fonctionnait dans l'orbite soviétique ou ex-soviétique, c'était pas plus mal, ce qui fait qu'on a donné asile ici et dans d'autres pays une quantité de Tchétchènes. Alors il y a des Tchétchènes très bien, hein, la Côte d'Azur a une vieille tradition de Tchétchènes présents depuis que les Russes blancs les emmenaient sur la côte, d'autres qui sont aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont formidables, mais il y en a d'autres qui le sont moins, y compris dans notre département, comme vous le savez, et également en Bosnie. Et c'est justement dans cette espèce de djihad international, dont l'Algérie était d'abord pour nous l'épicentre, comme quelque chose qui nous envoyait des terroristes, qu'un certain nombre de Français convertis à l'islamisme radical ou de résidents sur le territoire français originaires des pays musulmans et radicalisés ont commencé à se diriger notamment vers la Bosnie et les Alpes-Maritimes. Alors je ne sais pas si c'était quand vous étiez préfet des Alpes-Maritimes, je ne pourrais certainement pas, mais vous avez dû voir ça de passer. Les Alpes-Maritimes ont été la plaque tournante avec Nice et Milan, où le centre culturel islamique de Milan, en particulier à cause de la proximité avec la Bosnie, était un lieu de conduite principal. Alors j'insiste là-dessus pour dire que notre région n'est pas du tout à l'abri de ce genre de choses. La principauté, évidemment, dispose de sa protection, de sa sécurité propre, mais dans un contexte, dans un environnement dont les routes du djihad passent entre autres par la Côte d'Azur. Elles l'ont fait en tout cas dans le passé. Et donc c'est cette deuxième phase d'individus qui sont allés combattre en Bosnie, puis qui sont allés ensuite ailleurs, repartis en Afghanistan, etc., qui vont, à partir pendant la décennie 2000, fournir les prémices de ce que deviendra ensuite Daesh. Puisque après cette première phase djihadiste, donc qui sont les djihads contre l'ennemi proche, c'est-à-dire contre le régime égyptien, le régime algérien et autres, qui ont été finalement défaits vers 1997. Ben Laden et son principal intellectuel organique, qui sera son bras droit puis son successeur, et il sera également tué, l'Égyptien Ayman Azawahiri, élabore une théorie qui dit on a eu le tort de lutter contre l'ennemi proche parce qu'il est toujours protégé par les États-Unis, par l'Occident. Les masses ne nous suivent pas parce qu'elles ont peur de l'Occident puissant. Il faut taper sur les États-Unis, lui infliger un coup symbolique, et c'est ça qui va permettre aux masses de cesser d'avoir peur et de nous suivre. Et ce sera le 11 septembre. Donc le 11 septembre, c'est d'une part quelque chose qui s'inscrit dans le temps long, c'est-à-dire de même que l'islam historique a d'abord détruit l'Empire sassanide, puis Byzance, bon, après a essayé de détruire Vienne, mais ça ne s'est pas produit, comme vous le savez, en 1683, c'était le coup d'arrêt à l'expansion de l'islam politique en Europe. La France, à l'époque, n'a pas été une grande solidarité chrétienne, elle soutenait plutôt les Ottomans. Et de même que la prise de Nice, enfin l'attaque, pardon, pas les prises, l'attaque de Nice qui célèbre donc Catherine Ségurane, les Français étaient avec les Ottomans contre la Savoie à ce moment-là. On ne le dit plus trop, mais enfin, il y a eu un certain nombre d'alliances qui ont été faites dans le passé. Et donc cette attaque, cette vision du 11 septembre s'inscrit à la fois dans le fait que, historiquement, on reprend le troisième djihad, si vous voulez, on le continue, on s'inscrit dans cette logique éternelle, transhistorique sur 15 siècles, mais également qu'on considère qu'au fond, il y a eu une erreur qui a été faite, c'était un peu le moment négatif d'une dialectique, si vous voulez, qui a été faite en attaquant les pays proches, les dirigeants des pays proches, pays musulmans proches, et il faut se lancer dans l'attaque contre l'ennemi lointain, c'est-à-dire attaquer les États-Unis. Alors, les effets sur les États-Unis
sol américain, passé bien sûr les milliers de morts et le traumatisme, ne sont pas des effets à long terme sur son sol, contrairement à ce qui s'est passé chez nous, puisque à l'époque, la question migratoire et la question musulmane sont très différenciées aux États-Unis. Ça n'est plus le cas désormais. C'est-à-dire que l'immigration, la question migratoire, les angoisses sur la submersion migratoire qui viennent de toutes sortes de milieux, Donald Trump en a encore parlé tout à l'heure, ils sont inventés de refermer la frontière alors que Sleepy Joe avait laissé entrer tout le monde. Il a vraiment besoin de le taper dessus en permanence. C'est essentiellement l'Amérique latine, dans l'esprit des États-Unis à ce moment-là. À cette époque, la population musulmane américaine est très faible. Elle a cessé d'augmenter depuis lors et désormais, ces deux questions sont imbriquées. C'est peut-être l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle Donald Trump a déclaré tout à l'heure, enfin le peu que j'ai vu du discours, j'ai des amis qui reviennent d'Europe, ils ne reconnaissent plus l'Europe, c'est un pays dont la population d'origine est en train de disparaître sous le grand remplacement, enfin etc. Chose que vous connaissez. Et donc cette deuxième phase, qui est celle d'Al-Qaïda, va relativement peu toucher notre pays. Pourquoi ? Pour des raisons diverses, l'une d'elles étant probablement que le GIA a été vaincu sur le territoire français, que les services de l'État, de la police essentiellement à l'époque, la justice va se mettre en branle dans la décennie suivante, ont été efficaces. Et Ben Laden, n'ayant pas des moyens humains infinis, va privilégier d'autres territoires sur lesquels les services de renseignement et les services de police sont, disons, moins efficients. Et ce sera le cas du Royaume-Uni, de l'Allemagne et autres. Mais la France, d'une certaine manière, jusqu'à Mohamed Merah, jusqu'à 2012, est relativement épargnée. Et ça, c'est un phénomène intéressant. En 2005, pendant qu'il y a les attentats à Londres et ailleurs, nous avons les émeutes de Clichy-Montfermeil et les grandes émeutes à travers toutes les banlieues, une dimension sociale dans laquelle il y a des éléments islamistes, mais qui ne sont pas déterminants. Ils vont favoriser, disons, les émeutes favoriseront un sentiment de rupture et de révolte, mais ce ne sont pas les djihadistes qui les dirigeront, contrairement à ce qu'on a écrit à l'époque aux États-Unis. Mais c'est à partir de 2012 que pour nous que commence cette troisième phase du djihadisme, dont Mohamed Merah et sa famille sont le symbole, qui sont des gens qui sont allés se former à l'étranger, notamment à partir des printemps arabes, à partir de l'effondrement des régimes autoritaires dans ces pays, en Égypte, en Syrie, dans la Tunisie de Ben Ali et ailleurs, et qui, bénéficiant du reste d'une espèce de naïveté des sociétés européennes qui se réjouissaient de la chute de dictateurs et qui ne voyaient pas que, par-delà les revendications démocratiques tout à fait légitimes, il y avait une espèce de perte d'emprise de l'État sur la société qui a favorisé des allers-retours. Et là encore, les Alpes-Maritimes ont été très concernées, puisque la population musulmane majoritaire des Alpes-Maritimes à cette époque-là était tunisienne, c'est facile, Nice rime avec Tunis, donc c'est pas compliqué, et les flux ont été très, très importants à ce moment-là. Et donc, les Alpes-Maritimes étaient même le deuxième département de départ pour les djihadistes, après la Seine-Saint-Denis. Alors, quand on voit ça, on dit la Seine-Saint-Denis, on voit tout de suite pourquoi. Pourquoi les Alpes-Maritimes ? Parce que justement, la diaspora tunisienne, je sais, le ministre d'État, vous connaissez bien ce département, bien sûr, la diaspora tunisienne n'était pas aussi contrôlée par ces services de renseignement que l'étaient les Algériens et les Marocains, si vous voulez. Donc ils avaient une marge, une
zone grise beaucoup plus large sur eux, alors que les deux autres États étaient plus efficients, enfin, à leur manière. Donc, nous avons été, à partir de ce moment-là, touchés par cette troisième phase de djihadisme. Et là, d'ores et déjà, donc Jean-François Ricard est depuis 1995, suit ces questions, comme magistrat antiterroriste, ensuite à la Cour de cassation, ce qui va lui permettre de penser le système judiciaire et de l'adapter à partir de son expérience et des déficiences qu'il voit. Et nous vivons cette troisième phase terrible, qui est celle de Daesh sur notre territoire, où là, la France devient la cible par excellence. Et pour une multiplicité de raisons, et cette fois-ci avec un djihadisme qui est rétro-projeté, si vous voulez. C'est-à-dire que nous avons, contrairement aux années algériennes du GIA, où on a des Algériens qui viennent en France pour y commettre des attentats, on a des Français, en tout cas de nationalité, ou de résidence, ou de naissance, parfois originaires des pays du Maghreb, mais parfois aussi, en français dit de souche, en tout cas non musulmans, convertis à un islam radical, qui quittent le territoire français avec, je n'ose pas dire armes et bagages, mais parfois en camping-car, en passant par les routes touristiques d'une certaine manière, jusqu'en Turquie pour l'essentiel, qui passent à Daesh, qui se forment, qui combattent et qui ensuite vont revenir commettre des attentats sur le territoire français, sur le territoire belge, en passant à travers la Turquie, en passant par les routes que suivent les migrants à travers les Balkans, notamment. Donc, vous indiquant comment un système international fracturé, les Balkans, le système migratoire a soumis à très rude épreuve les logiques des pays de l'Union européenne, est porteur, par-delà la détresse économique de la plupart de ceux qui fuient leur pays pour essayer d'avoir des conditions meilleures d'existence, est porteur de fragilité sécuritaire et offre un terrain très, très fertile aux attentats djihadistes. Donc, la répression de ces attentats prendra un temps considérable. Et ils seront, en fait, la fin de Daesh, d'une certaine manière, c'est 2019, c'est à Barouz, en la frontière irako-syrienne, une zone qui vient d'être reprise justement par les forces de Ahmed Sharia, lui-même ancien djihadiste, donc recyclé, et qui était sous contrôle kurde. Et c'est une bataille, d'ailleurs, au sol, où les Kurdes ont perdu des milliers et des milliers d'hommes face aux derniers djihadistes, en particulier les frères Klein, qui étaient les chantres. C'est le frère Klein qui a chanté le chant islamique qui célébrait les attentats de Paris le 13 novembre 2015. Donc, et c'est cette même année que le parquet national antiterroriste donc, se met en place, met en œuvre une politique d'analyse, de répression, d'augmentation des peines. Ensuite, il y aura toutes sortes de problèmes très complexes pour la gestion des prisons. Est-ce qu'on doit mettre tous les djihadistes ensemble? Et là, dans ce cas-là, la prison ne fonctionne plus. Le temps de la prison est rythmé par l'appel à la prière et le ramadan. Ou est-ce qu'on les disperse et à ce moment-là, ils convertissent les droits communs avec facilité? J'avais été appelé justement à ce moment-là, en 2016 ou 14, je ne sais plus que 16, à la prison de 2016, à la prison de Villepinte en Seine-Saint-Denis, qui est la centrale de Seine-Saint-Denis, la maison d'arrêt de Seine-Saint-Denis, tout près de l'aéroport de Roissy, d'où depuis les cellules on pouvait voir certaines d'entre elles, les avions s'envoler pour la Turquie et ensuite pour le djihad. Donc il y avait on avait la vie devant soi dans la région. J'avais été appelé à faire, par des prisonniers et l'administration pénitentiaire, à faire une conférence. Comme vous savez, celles et ceux d'entre vous qui ont vu le film Un prophète, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le film Fils Audiard, donc on voit le caïd
Corse traditionnelle, incarnée par Niels Aarstrup, qui nous a quittés il y a peu de temps justement, se faire poignarder par un caïd algérien qui montre la transformation du pouvoir du caïda dans la prison. Or, la prison s'appuie entre autres sur le caïda pour faire régner l'ordre, à travers toutes sortes de trafics. Or, à Villepinte, les deux caïds qui tenaient la prison avec l'administration, c'est-à-dire le plus gros braqueur de banque de la Seine-Saint-Denis et le plus gros dealer, étaient en train de perdre leur emprise du fait de l'incarcération d'un djihadiste qui était le recruteur de la Seine-Saint-Denis. J'avais rencontré des familles éplorées de certains de ces victimes. Et donc, on me demande de venir leur parler. Donc, la prison, donc j'étais dans un peu comme ici, hein, Gianluca, c'est-à-dire, bon, toi tu aurais été le principal, enfin à ma gauche il y avait le principal braqueur, et là ils avaient des muscles de la taille de mes deux cuisses, donc j'étais en relative sécurité, mais il y avait des gens comme vous, les surveillants n'étaient pas loin, mais il y avait au milieu de la salle, alors quelqu'un se dévouera pour être la victime, le recruteur djihadiste entouré des gosses qu'il avait conquis, des choufs qu'il avait tourné la tête en disant qui en gros il disait, bon, tu as fait des bêtises, tu as tué la vieille dame pour piquer son sac, c'est pas bien, mais c'est pas ta faute, c'est la faute des Français, des infidèles qui t'ont mis dans cette situation, tu n'avais pas le choix. C'est pas bien, mais tu as commis quand même un crime, et ce crime, la seule façon dont tu peux l'expier, c'est de venir participer au djihad et de tuer des infidèles. Donc ça, évidemment, ça avait une fonction déstabilisante très importante de l'établissement pénitentiaire. Donc on vient me faire parler, un peu comme toi, et donc je raconte, bon, on parle de la situation. En 2016, c'était très chaud encore, hein, Raqqa n'était pas encore tombé, donc et donc, je raconte mes histoires, et d'une manière un peu moins sophistiquée que ce soir. J'ai essayé de m'adapter au public monégasque. Ce soir, Villepinte, c'était un français un peu différent, des phrases plus courtes, des mots plus simples. Et en tout cas, ça marchait, ça avait l'air de les amuser. Et évidemment, le recruteur n'est pas du tout content. Alors, vient la session que vous aurez dans quelques secondes de questions et réponses, tant attendue, et il se lève et il dit « Ouais, qui est-ce qui tue le plus? C'est vous ou c'est nous ?» etc. Bon, je dis « Moi, je tue personne. » Mais bon, enfin, en tout cas, ce n'était pas l'objectif, et il s'est commencé à chauffer. Les responsables de la sécurité commençaient à faire leur coulisser leur culasse, là, bon. Et puis à un moment, il me cassait vraiment les pieds, et je lui réponds en arabe classique. Il ne comprend rien. C'était un Marocain d'origine, mais qui ne parle plus tout le dialecte. Et donc, je me retraduis en français. Alors, je ne peux pas vous faire la même chose en monégasque. J'ai essayé il y a 2 ou 3 séances, mais les monégasques présents me disent « C'est drôle, cette langue que vous parlez, elle est bizarre. » En fait, c'était du mentounesque, le peu que j'avais appris, qui a fait un flop complet. Bon. Mais là, ça a marché à l'époque. Et donc je me retraduis en français. Hurlement de rire parmi les autres détenus. L'ambiance dans une conférence, dans une prison, n'est pas aussi conviviale que dans les conférences de la Fondation Bragiotti. Et donc, ils se sont... Bon, je vous passe les mots qui ont été adressés pour se moquer de ce malheureux qui, furieux, est allé dans sa cellule, a pris son téléphone cellulaire, c'est pour ça que ça s'appelle cellulaire, parce qu'on en a dans les cellules, et a appelé Daesh en disant « Allô Daesh, Bobo ». Qui est Pel Salo, l'islam aura ta peau. C'est ainsi que je me suis retrouvé condamné à mort quelques temps plus tard, ce qui j'espère ne va pas m'arriver après ce soir, une expulsion de la principauté. Bon. Enfin, on ne sait jamais, je vous raconterai une histoire là-dessus. Et donc, cette phase, finalement, a été, du fait de nos expériences à tous, parce qu'on s'est vraiment senti, y compris un universitaire, condamné à mort pour ça, d'une certaine manière, ça a favorisé, je crois, le rapprochement des agents de l'État traditionnels et d'un monde universitaire qui se regardait un peu en chien de faïence. Les uns ne voulant pas que les autres empiètent sur leur territoire, là, il s'agissait de vie ou de mort, donc on changeait de dimension. Et donc, mais ce qui a fait le basculement, c'est la défaite militaire de Daesh en Syrie, grâce au bombardement, mais grâce aux Kurdes aussi.
C'est pourquoi ce qui vient de se passer ce week-end est dramatique. Et parce que les Kurdes vont pas... Enfin, qui va faire confiance aux Américains en général et aux Occidentaux, enfin aux Américains en particulier, aux Américains et aux Occidentaux en général, après ce genre de choses, au fond, lâchés pour de vagues intérêts, de calculs géo-immobiliers, je ne sais pas. Donc, après quoi, on a rencontré une dernière phase, donc après l'effondrement de Daesh, que j'ai appelé avec d'autres le djihadisme d'atmosphère, et qui est aujourd'hui beaucoup plus complexe parce qu'elle ne s'appuie plus sur des instructions passées par des relais et par des donneurs d'ordre avec des exécutants. Mais l'attentat de Nice le 14 juillet est probablement en réalité la première manifestation de ce djihadisme d'atmosphère, même si Daesh l'a revendiqué de manière opportuniste, parce que Larwaj Boulel, celui qui a commis l'attentat, n'avait pas un profil de particulier de personnalité d'une piété absolue. Il avait toutes sortes de relations sexuelles avec divers sexes. Il buvait de l'alcool, il se droguait, etc. Donc, mais peut-être c'est parti de se mettre en règle pour l'au-delà, je ne sais pas, mais on voit bien qu'il y avait des éléments de failles psychologiques en lui-même qui l'ont rendu poreux à ce type d'idéologie et qui finalement lui a permis de construire une sorte de bricolage et de passer à l'acte. Donc ça, c'est une question donc, qui est extrêmement complexe parce que ça demande des procédures dites de déradicalisation dont on n'a pas trouvé la martingale pour l'instant. Hein. Et donc on est confronté à ce type de questions aujourd'hui. Ce qui a d'une certaine manière asséché le djihadisme, c'est que les États concernés, d'une certaine façon, ont commencé à être remis en ordre. Et on a eu une moindre exposition à ce type de flux. Et également, les enjeux de la sécurité aux frontières a été considérablement renforcés. Mais bon, on le sait très bien dans notre département, aux Alpes-Maritimes, surveiller la montagne, c'est assez compliqué. Il y a de toute façon des gens qui arriveront à passer. Alors, tous ne sont pas bien sûr des djihadistes. Beaucoup d'entre eux sont des pauvres gars qui cherchent à gagner leur vie et qui sont récupérés par les réseaux principalement de toxico-narcotrafic non loin. Mais c'est ce qui nous avait permis ces derniers temps, d'une certaine manière, d'avoir une moindre menace terroriste, avec une moindre d'intensité efficiente, mais sans que la formation, sans que l'endoctrinement et sans surtout que la diffusion massive de ce genre de vision du monde sur les réseaux sociaux de manière incontrôlée, aujourd'hui ne pose un problème majeur à une partie de notre jeunesse à l'échelle internationale. Donc c'est un peu ce tableau que nous avons essayé de brosser avec Jean-François Ricard, en donnant évidemment de sa part un grand nombre d'exemples. Moi, je suis capable de par les 40 et quelques années que j'ai passées à l'université en étudiant principalement ces questions, ou d'autres connexes, de faire un tableau, de me repérer, mais je n'avais pas face à moi les gars qui avaient commis les attentats et que je devais interroger. Il y a dans le livre des interrogatoires ahurissants du principal responsable des attentats du GIA en France, Boualem Ben Saïd, qui refuse son extraction au départ de la cellule qui est emmenée par les gardes dans le bureau de Jean-François Ricard, qui est
à peu près un gabarit comme moi, mais un peu plus petit. Donc l'autre était une espèce de masse de muscles. Il se précipite quand il est. D'abord, veut pas entrer, et ensuite, quand on le pousse, se précipite pour Ricard pour l'étrangler. Donc, le livre explique comment Ricard, finalement, a bénéficié de la présence, quand même, d'une garde solide pour que le brodequin du garde républicain se mette sur le cou. Mais c'était quelque chose d'assez sportif. Et comment, au fond, il refuse de répondre, refuse de collaborer, et se trouve au fait confondu par des indices tout à fait. Qu'est-ce qui a fait qu'on a pu incriminer Boualem Ben Saïd et son bras droit Smaïn Ali Tali Ben Qassem dans l'affaire des attentats? À l'époque, on utilisait la carte orange dans les transports parisiens. Carte orange dont alors c'était des machines moins sophistiquées qu'aujourd'hui bien sûr, le ticket, je fais ce geste pour les anciens qui ont utilisé ça, on ne pouvait lire sur la carte orange que la dernière validation et après elle s'effaçait. Et Smaïn Aït-Ali Belkacem a pris le RER à la station Javel avec la charge explosive qu'il a déposé et qui a ensuite sauté quelques minutes après dans la station Musée d'Orsay. Il est descendu juste avant. Et il a fui ensuite. Il est allé à Villeneuve-d'Ascq où on l'a finalement arrêté sans vider les poches de son pantalon. Et quand la police a fouillé l'appartement, on a trouvé une contre-marque de carte orange qui a été expertisée et il s'est avéré que il avait mise dans le ça s'appelle le tourniquet, enfin la machine, juste avant de prendre l'avion. Et ce sont ces hasards, si vous voulez, qui ont rendu possible son incrimination, parce que quand le parquet monte un dossier, encore faut-il qu'il soit ficelé, puisque le tribunal est indépendant. C'est pas la Cour de sûreté de l'État. Il faut des preuves. Il y a des avocats. Il y a le procès des attentats du 13 novembre a été le plus grand procès de l'histoire de France, voire de l'humanité. Cour spéciale, construction de bâtiments gigantesques, de manière à ce que tous les victimes et tous les témoins puissent être présents, avec aussi quelque chose qui a voulu rendre la justice accessible aux justiciables et aux citoyens français dans son ensemble. Peu d'entre nous ont envie d'être confrontés à la justice, globalement. Mais là, on attendait de la justice qu'elle, d'une certaine manière, qu'elle contribue par l'expression de la vérité, la solidarité de l'État et de la société à alléger d'une certaine manière la peine des victimes et à leur expliquer quel était le sens de ce qu'avaient subi les victimes à leurs proches. Donc, tout ça, c'est un processus qui est complexe, qu'on détaille avec beaucoup de précision dans le livre, d'une manière qui, rassurez-vous, n'est pas ennuyeuse. On a essayé de faire ça de manière très vivante, et Jean-François Ricard a contribué de façon... Moi, j'ai appris beaucoup de choses de lui, parce que on a là on a le détail d'enquête. Tout ça est tout à fait... les affaires qui sont mentionnées ont toutes été jugées. Donc il ne peut pas y avoir de recours. Il y a eu des recours, il y a eu des jugements d'appel, etc. Là, ça a été épuisé. Et c'est quelque chose qui nous fait entrer dans un univers que peu d'entre nous connaissent. D'ailleurs, il vaut mieux. Donc voilà le livre. Et malheureusement, paradoxalement, le fait que Jean-Luc et Sandra m'aient demandé de faire cette présentation ce soir est tombé d'une certaine manière au bon moment, puisque c'est une semaine après que la plus grande concentration de djihadistes se soit évaporée. S'est évaporée donc après l'offensive des anciens djihadistes devenus désormais les meilleurs amis de Donald Trump en Syrie. Donc tout ça pose de très gros problèmes pour nous, pose de grands soucis. Et je crois que il est important
pour comprendre le présent et anticiper le futur, d'analyser en tout cas le passé proche, y compris quand celui-ci a été un peu douloureux et quand finalement, avec la commémoration, donne le sentiment que tout ça est terminé. La commémoration, non, c'est un hommage aux victimes et aux proches des victimes. Mais ça ne doit pas être le synonyme d'une baisse de la vigilance. De même qu'il ne faut pas imaginer que les choses se reproduisent à l'identique. Elle s'inspire, et les différents phasages que j'ai mentionnés montrent comment les djihadistes réfléchissent sur les erreurs qui ont été faites dans la phase 1 pour passer à la phase 2, puis la phase 3. On est passé du djihad contre l'ennemi proche à djihad contre l'ennemi lointain. Et ensuite, quand Daesh arrive en place, il se construit dans un système réticulaire, avec une phrase prononcée par un Syrien qui était un bon francophone, qui a étudié à Jussieu d'ailleurs, Abou Moussa Bessouri à Paris, qui avait eu cette formule pour qualifier la façon dont Daesh voulait dire Nizam la Tanzim, ce qui veut dire en arabe, je vais vous traduire comme j'ai fait avec le djihadiste, un système et non une organisation, c'est-à-dire un réseau et pas simplement des donneurs d'ordre et des exécutants, des commanditaires et des exécutants. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut advenir que parce que les moyens de transmission de l'information se transforment. Al-Qaïda n'aurait pas pu exister sans Al Jazeera. Ça rime, c'est facile, hein, parce que c'est la publicité donnée par la télévision Al Jazeera qui va faire l'effet de souffle, et aussi la prise en otage du journal de 20 heures. Vous vous souvenez peut-être à l'époque, tous les ans, le 11 septembre, il y avait une espèce de commémoration, etc. Quand on passe à Daesh, l'acte de naissance de Daesh, c'est celui de YouTube d'une certaine façon. C'est-à-dire que on peut être le même a pris un otage, le filme en vidéo, l'égorge en vidéo et diffuse en temps réel l'image sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'usage de tous les systèmes de messagerie connectés et maintenant aussi l'intelligence artificielle et la création des images, la réalité augmentée, renforce ce type de choses. On peut, et j'ai rencontré l'autre jour l'un des gestionnaires de TikTok, extrêmement préoccupés. Ils sont d'ailleurs mis en cause par un certain nombre d'autorités par cela, c'est-à-dire que les jeunes postent sur TikTok des images dans lesquelles les modérateurs de TikTok ne voient pas tout passer, ou il y a des systèmes de grilles qui sont assez précis, qui veulent refaire d'ailleurs, mais qui font qu'on peut, avec l'intelligence artificielle, reproduire des scènes qui incitent finalement à la commission de meurtres ou d'actes terroristes sans que ceci soit explicitement montré. C'est-à-dire que ça s'adresse au subconscient des adolescents, et ça, d'une certaine façon, ça familiarise ou ça banalise là, on est donc confronté à des enjeux très nouveaux, et précisément quand on a un système international qui s'effondre de tous les côtés, où finalement le critère du juste et du droit vacille. Si la conquête du Groenland est licite et juste, finalement, il n'y a pas de limite. Chacun pensera à quelque chose. Et ça veut dire que les notions d'autorité, les notions de justice sont aujourd'hui mises à très rude épreuve par des apprentis sorciers, hein, je ne sais pas comment les appeler. Voilà, donc comme promis, c'est l'heure des questions-réponses. Donc tu peux me dire que je suis un ennemi de l'humanité, je te répondrai en arabe, mais bon, je vais te donner la clé, donc tu trouves autre chose. Ça fait. Merci pour votre attention.
bon anniversaire encore une fois à notre ambassadeur. Et c'est la seule bonne nouvelle de ce que j'ai annoncé. Hein. Et donc, je suis à votre écoute jusqu'à épuisement pour répondre à vos questions. Mon épuisement de Madame. La première chose pour prendre le pouvoir, c'est de parler fort dans le micro. Bravo. Je voulais savoir si vous avez une explication. En fait, pendant toutes ces années, dans toute l'Europe, plus ou moins, il y a eu des attentats. L'Italie, bizarrement, était complètement épargnée, et malgré il y a un flux migratoire très important. Je voulais savoir s'il y avait une explication particulière ou c'était simplement un hasard, en fait. C'est une question politiquement et diplomatiquement très perverse. Je vais essayer d'y répondre in italiano, forse, meglio così. Elle n'a pas été complètement épargnée. Il y a eu des attentats en Italie. Il y a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le livre, si vous en réussissez à en attraper un exemplaire, il y a tout. Ah, vous l'avez déjà, c'est formidable. Il y a eu toutes sortes d'investigations très efficientes des services italiens, notamment pour sonoriser l'Institut culturel islamique de Milan. Et il y a des scènes assez drôles, comme un gars qui est arrêté au Canada, un Algérien qui s'appelle Fateh Kamel, et qui nie tout, mais partout où il allait en Italie, il se rendait dans des endroits qui étaient sonorisés par la Digos, je ne sais plus quel est le nom du service qui existait à l'époque. Et les Italiens ont joué un rôle très important. Et effectivement, ils étaient sur le trajet, si vous voulez. Par exemple, ils ont arrêté dans un camping-car revenant de Bari. Partir de Bari est un lieu très important parce que c'est le lien avec la Grèce et ensuite avec la Turquie. Un djihadiste franco-syrien qui était une prise très importante. Je crois que l'Italie a bénéficié d'un effet de sanctuarisation. C'est-à-dire que les djihadistes ne souhaitaient pas, ce n'était pas un enjeu majeur d'attaquer l'Italie parce que c'était l'occasion d'éviter une répression des services de sécurité italiens. Ils considéraient que c'était une base arrière pour attaquer la France, le Royaume-Uni, la Belgique, qui était un symbole d'un pays où l'État s'est effondré à peu près, et donc qui a permis une implantation djihadiste exceptionnelle. L'Italie, je crois, a bénéficié de son statut de lieu de passage, qui fait que, et aussi que les arrestations qui ont été effectuées en lien avec la Bosnie, en particulier, à la fin des années 90, ont dissuadé un certain nombre de djihadistes de s'en prendre en Italie, qui n'était pas un enjeu. Ne prenez pas ça mal, comme une diminution qui épitisse de l'Italie, n'est pas un enjeu symbolique suffisamment important par rapport à l'usage qu'il pouvait faire de l'Italie comme sanctuaire et comme passage, comme point relais. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette conférence. Ma question est vous demandez comment se fait-il que vous ne parlez pas des soutiens financiers sans fond des pays du globe et que peut faire l'Europe pour empêcher... Du globe ? Du globe. Qu'est-ce que c'est que le globe ? La planète ? les pays du Moyen-Orient, Ah, vous voulez dire du Golfe, c'est ça que je pensais. Du Golfe. Oui, du Golfe, vous avez dit du globe, c'est ça. Excusez-moi. Le globe est en cause, certainement, mais voilà, oui. Alors, effectivement, c'est un enjeu très, très important qui a bougé selon plusieurs lignes. Il y a eu d'emblée Ben Laden en étant le symbole. Ben Laden était lui-même saoudien. Une très grande porosité qui tient à l'époque du djihad en Afghanistan, justement, et qui est une manière de revenir sur ce que je disais au début, je vous remercie pour votre question, sur l'interaction avec les États-Unis et la cécité américaine à ce moment-là, sur les conséquences de la politique menée. Le djihad en Afghanistan qui est un peu le point de départ du djihadisme international. Il y a deux points de départ. L'un, c'est la révolution islamique en Iran, qui met
la perspective de l'islam politique dans le système du monde, qui était complètement inconnu. J'aurais fait, Gianluca et moi étions encore en culotte courte à l'époque, cette conférence en 1980. Personne ne serait venu déjà. Et le mot djihad, il aurait fallu que je le traduise. Je peux continuer à le faire sa carrière, ça vous ennuiera, mais aujourd'hui, c'est pas la peine, tout le monde comprend. Et ça, c'était le premier choc 79, c'est-à-dire avec une incompréhension, parfois une mansuétude par rapport au phénomène. Et ensuite, donc, le djihad en Afghanistan est une opération qui est montée conjointement par les États-Unis et par les pétromonarchies du Golfe, ou de la péninsule arabique plus précisément, pour créer un contrepoint, si vous voulez, faire montrer que les États-Unis et les pays musulmans sont des alliés formidables dans la lutte contre le communisme athée. Ce qui intéresse les pays musulmans, c'est de lutter contre les athées. Et pour les Saoudiens, c'est aussi une manière de contrer l'expansionnisme des chiites, d'accord, qui sont la plupart des pays du Golfe sont sunnites. Donc vous avez une alliance entre les États-Unis qui veulent instrumentaliser les djihadistes pour détruire le système soviétique, sans avoir besoin d'utiliser des missiles antimissiles ou d'envoyer des boys du Kansas se faire trouer la peau. Les fameux Freedom Fighters venant du Golfe ou d'ailleurs, enfin, ou d'Égypte ou d'Algérie et autres, quand ils meurent, ils n'ont pas des mères de Freedom Fighters qui viennent défiler sur le mall à Washington, comme au Vietnam. Ça, on ne leur donne pas de visa, on ne sait même pas qu'elles existent, ni qu'ils ont des mères. On les tue, qu'ils crèvent, si j'ose dire. Et donc, vous avez à ce moment-là une interpénétration, et Ben Laden est un héros américain à cette époque. Il est financé par... et les Golfiotes sont encouragés à financer le djihad en Afghanistan. Les États-Unis ont fait une guerre qui n'aura pas coûté grand-chose. Je n'ai plus les chiffres en tête, je crois que c'est 6 milliards de dollars sur 10 ans, enfin c'est une somme dérisoire, dont la moitié est financée par les Golfiotes. C'est ce qu'on appelle le dollar for dollar fight to bill, je ne sais plus trop, c'est-à-dire $1 américain contre un pétrodollar pour tout dollar américain. Et donc, c'est ça qui va accompagner, si vous voulez, cette porosité entre des pays du Golfe qui voyaient l'islam comme quelque chose de conservateur qui maintenait la stabilité des pétromonarchies et au fond le soutien à leur principal allié sécuritaire américain qui leur demandait de payer des djihadistes, ce qu'ils ont ensuite fait avec d'autant plus de facilité. Et ce qui a fait que les Saoudiens, certains qui connaissent l'Arabie Saoudite présents dans cette salle pourront en témoigner, jusqu'en 1979, l'Arabie Saoudite connaît une évolution, non pas à la libanaise complètement, Nada, tu me corrigeras, mais disons une émancipation de la société, etc. On voit des photos d'hôtesses de la Saudi Airlines en jupe avec un petit bonnet sur la tête. Après, il n'y a plus d'hôtesses. Hein. Et parce que le djihad en Afghanistan, d'une certaine manière, a renforcé considérablement les groupes religieux à l'intérieur de la société. Vous voyez ? Et ce qui leur a permis de prendre une importance de plus en plus grande dans ces pays. Et effectivement, ensuite, le phénomène n'a pas été tenu. Le système saoudien a vacillé. Hein. Il y a eu la prise de la Mecque en 1979 aussi, au même temps que la révolution en Iran, qui s'est achevée par l'engagement des services français dirigés à l'époque par le capitaine Baril. Quand on défend le pétrole, qu'on s'appelle le capitaine Baril, évidemment, c'est une coïncidence omen nomen. Et le commandant Proto. Et donc
tout ça a effectivement créé un tropisme de financement de ces mouvements djihadistes. Alors ça a changé, notamment, ça s'est traduit, ça a été l'une des raisons qui ont expliqué l'ascension de Mohammed Ben Salman vers le pouvoir, c'est-à-dire sa volonté de casser cette logique. Et moi, je l'avais rencontré quand il était encore vice-prince héritier, il n'y a pas de pouvoir, il était néanmoins le fils de son père, ce qui comptait beaucoup, et à Paris, et il m'avait, dès 2016, alors j'étais sous protection policière, et j'avais été emmené le voir à l'hôtel Peninsula à Paris. C'était tout à fait étonnant, parce qu'au fond, un certain nombre de gens dans son pays et certains de ses cousins étaient d'accord avec les gens qui m'avaient condamné à mort. Mais j'étais allé le voir, lui, qui faisait partie de ce système, protégé par la police française, ce qui n'était pas sans paradoxe. Et je ne lui avais pas expliqué ça en détail, évidemment, mais il m'avait fait part de sa volonté d'éradiquer tous ces mouvements. Pour lui, c'était clair. Et aujourd'hui, le système saoudien, il n'y a plus grand monde qui prend le risque de financer des djihadistes. Ceux qui l'ont fait, ça leur a coûté très très cher. Donc en Arabie Saoudite, c'est tenu, je pense, globalement. Aux Émirats également, qui mènent une politique anti-islamiste militante. C'est moins clair pour le Qatar, indéniablement, qui reste très attaché aux frères musulmans, aux islamistes. Et aujourd'hui, le soutien apporté par Trump à Ahmed al-Sharia et surtout l'absence de contrôle sur ce qui se passe en Syrie avec les massacres de Druzes, d'Alaouites, les attentats contre les chrétiens et désormais l'expulsion des Kurdes, effectivement va donner un sentiment d'impunité à ceux qui, dans la région du Golfe, vont dire pourquoi voulez-vous m'empêcher de financer des djihadistes, puisque Trump, finalement, le laisse faire. Vous voyez. Donc, il y a eu ça a joué un rôle important. L'Arabie Saoudite a financé l'expansion du salafisme par des biais officiels, si vous voulez, mais aussi par des fonds privés. Et la richesse faramineuse d'individus privés du fait des flux pétroliers a rendu cela possible. Aujourd'hui, à mon sens, ce type de financement n'a plus du tout la même ampleur parce qu'il est perçu par les pouvoirs en place, à l'exception peut-être du Qatar, comme des gens qui leur posent un problème politique. L'Arabie Saoudite a quand même été la cible d'attentats djihadistes nombreux, si vous voulez, donc ça a joué un rôle très important, disons, jusqu'à l'époque Ben Laden, entre le djihad en Afghanistan et Ben Laden, et ça a décru significativement depuis. Professeur Keppel, merci. Mesdames, Messieurs, le livre Antiterrorisme ainsi qu'un cocktail vous sont offerts à la sortie. Je vous remercie.